Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Petit Pilier, l'émission consacrée au rugby, toute l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine. Et ce lundi soir, pour évoquer cette actu du rugby, deux invités, un petit nouveau. Frédéric Lahari, responsable du service des sports du journal Sud-Ouest. Merci Frédéric. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous. Nicolas Paolorsi, que l'on connaît bien, journaliste de RMC Sport. Bonsoir à tous. Pour commencer et commenter donc cette actualité. Voici les thèmes de cette émission du lundi soir. On va parler top 14 avec l'UBB, favorite ou bouffonne, c'est entre guillemets. C'était les propos de Christophe Furios la semaine dernière, l'UBB vainqueur de Brive. Ce week-end, le top 14 encore avec la section paloise qui est en forme. La section paloise qui prend les armes, 2 victoires consécutives pour les Béarnais. La Pro D2, nous évoquerons notamment cet étonnant report pour cause de vrais faux cas de Covid de Perpignan Mont-de-Marsan. On parlera aussi de Soyons-Angoulême. Et enfin, la fameuse Pro D3, appelée également la nationale, la 3e division professionnelle du rugby, dont le coup d'envoi a été donné officiellement ce week-end. Cette division intéresse Dax et Cognac, Saint-Jean-d'Angély. Messieurs, d'abord le top 14. Et donc, cette victoire difficile de l'UBB face à Brive, c'était samedi, 25-20. Votre analyse, Frédéric ? C'était une victoire difficile, pas très surprenant, puisque l'UBB reprenait le championnat à cette occasion, tandis que Brive avait eu l'occasion de jouer déjà contre Bayonne et avait plutôt impressionné contre Bayonne. Moi, je n'ai pas été surpris par les difficultés de l'UBB. L'UBB s'en est bien sorti finalement. On sentait qu'il y avait quand même un petit peu de marge, simplement un peu de quelques réglages à trouver. Mais je pense que ce n'est pas très inquiétant. Contrat rempli pour cette première. Oui, complètement. Je crois que Christophe Furios a dit quelque chose de très juste en conférence de presse d'après-match. Il a dit « faut pas qu'on croie que tout va se passer comme au mois de mars ». On ne va pas être le même rouleau compresseur, on ne va pas marcher sur tout le monde de la même façon. Voilà, Fred l'a dit, c'était un match de reprise. On a senti des Bordelais indisciplinés. Il est content de cette victoire, on le voit. Bien sûr, bien sûr. Il peut être content parce évidemment. qu'on rappelle quand même que Brive à un moment était à 2 points à 3 minutes de la fin et que l'UBB se retrouve à 14 contre 15 après le rouge de Tamani Valou. Donc franchement, ils n'étaient vraiment pas certains de le gagner ce match-là. Après, il y a le banc de touche de Bordeaux qui fait la différence. Il y a des joueurs plus frais, plus puissants par rapport à cette équipe de Brive. Mais franchement, il fallait la prendre, cette victoire. Et puis en plus, c'était un retour à la compétition, donc dans les têtes, c'est important de redémarrer par une victoire. Alors le titre de ce thème, c'était l'UBB favorite ou bouffonne. Ça faisait référence aux propos de Christophe Furios la semaine dernière. L'UBB favorite ou bouffonne ? Bouffonne, c'était parce qu'avant, l'UBB ne se qualifiait jamais. L'an dernier, parce que l'UBB était en tête, donc favori pour cette année. Où est la marge en fait ? Bouffonne, je ne pense pas. Je pense que l'UBB ne fait plus rire personne dans le top 14. On a vu que l'année dernière, elle était vraiment sur une belle dynamique. Favorite, c'est quand même un peu prématuré. Je pense que l'UBB fait partie du top 4, on va dire, de ce top 14, même si on a un peu de mal à juger les forces en présence. Par exemple, le Stade français, j'ai vu le match du Stade français hier à Castres, plutôt impressionnant, alors que la préparation avait été perturbée. Donc il faudra attendre 2-3 journées, voir comment les cartes ont été rebattues pendant l'intersaison, le confinement. Mais l'UBB, oui, il y a de la puissance, il y a de l'envie de jouer, il y a un management qui est maintenant rodé, clair, et il y a une dynamique. Donc je pense que l'UBB fait partie du top 4, de ce top 14. Vous êtes d'accord, Nicolas ? Dans le top 4 aussi ? Oui. Moi, je pense que c'est un des effectifs les plus impressionnants du championnat. Alors, il y a des armadas terribles en top 14, mais quand on voit là, les joueurs de Christophe Furios, il peut faire 2-15 quand même très très solide. Là, en tribune, il y avait Ben Lam, il y avait Tamei Funa, il y a des joueurs comme ça. C'est quand même pas n'importe qui. Il y avait Maxime Lucu, qui était sélectionné en équipe de France la saison dernière. Donc voilà. Et en plus, c'est des choix sportifs. Alors, Tamei Funa revenait de blessure, mais Lucu et Lam, il a dit que c'était des choix sportifs. Donc voilà, je pense que ouais, mais ça veut dire qu'il fait jouer la concurrence, il l'a dit, c'est prime à l'entraînement et les joueurs qui sont pas bons, ils sortent de l'effectif. L'UBB peut se permettre de faire ça cette saison. Moi, je pense quand même qu'il va falloir aller les chercher, les Bordelais. Après, il y a ce calendrier qu'il va falloir gérer. Il manque des armes, comme dit Jeff Waro. Il manque des armes encore pour être très très performant et c'est normal. Bien sûr, parce qu'il manque de rythme, on l'a vu. Faut trouver des automatismes. Il y a aussi le fait de se remettre psychologiquement d'une fin de saison qui a été éprouvante parce que Bordeaux était premier et il l'a dit Jeff Waro avant le match. Tout le monde nous voit comme le champion, sauf qu'on n'a rien gagné. On est un peu les dindons de la farce. Donc voilà, il faut se remettre de ça aussi psychologiquement. Mais sur le papier, c'est quand même une armada. Lyon-Bordeaux-Bègles, cette saison, franchement, il va falloir aller les chercher. Vous évoquiez le calendrier là, chargé de l'UBB qui arrive. Il y a ce match contre Édimbourg samedi en Coupe d'Europe. Quand on est en quart de finale, on a forcément envie de jouer, d'aller au bout. C'est évident, ils vont jouer à fond l'UBB. Oui, bien sûr. C'est un match de phase finale. C'est le premier de l'UBB, de l'histoire de l'UBB, puisque l'UBB ne s'était jusqu'à présent jamais qualifié pour le championnat ou pour une Coupe d'Europe, même si ce n'est que le challenge européen. C'est un super match à jouer
notamment pour retrouver du rythme, parce qu'on sait que ces matchs contre les équipes anglo-saxonnes sont toujours rythmés, avec un arbitrage qui est parfois un peu différent. D'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse, on a vu que depuis 2 journées, il y a beaucoup de pénalités, le rugby français ne s'est pas encore adapté tout à fait aux nouvelles règles, enfin aux nouvelles applications des règles en tout cas. Comme d'habitude, alors que dans les... On n'est pas les seuls, hein. En hémisphère sud aussi, ils avaient galéré. Ils avaient pris du temps. Ouais, j'ai eu l'occasion de regarder un peu le match All Black du Nord contre le Black du Sud. Bon, ils se sont tout de suite adaptés aux règles. On a quand même en France un peu de difficulté toujours à s'adapter parce qu'on est. C'est moins notre culture aussi, voilà. De favoriser la vitesse, d'essayer de rendre propre les zones de ruck. Nous, on aime bien quand ça charbonne. Hein. C'est joliment dit. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un temps d'adaptation quand la Coupe d'Europe reprend, parce que l'arbitrage et les équipes adverses privilégient le rythme par rapport au top 14. Et est-ce que la section paloise vous plaît en ce début de saison? Toujours en top 14, c'est le deuxième débat du soir, messieurs. 2 victoires de la section paloise à Montpellier, puis ce week-end contre Agen, contrat rempli pour la section. Est-ce que ça... Comment vous avez dit chauffe... Non, c'était quoi le truc? Charbonne. Est-ce que ça charbonne la section paloise? Non, plus sérieusement, il ne faut pas dire ça. C'est bien. Ça il joue. Non, c'est bien. Par le départ de, ouais, on est de la surpris. section. Alors, moi, je suis surpris parce que franchement, cette équipe, on la voyait un peu moribonde. On ne savait pas trop où ça allait. On sait qu'au niveau du budget, c'est compliqué pour Bernard Ponneau. Au niveau des salaires, ils ont réduit la voilure par rapport à la saison dernière. En termes de recrutement, c'est plus le projet qu'on nous vendait il y a 2-3 saisons avec Total qui était prêt à mettre énormément de sous pour aller jouer le top 6. Donc voilà. Après, ils ont des jeunes qui sont très intéressants, notamment ce numéro 10, Antonin Stoy, qui fait vraiment un super début de saison. C'est pas mal déjà l'an dernier. Ouais, mais lui, c'est une vraie promesse. À mon avis, il ne sera pas très loin de l'équipe de France s'il continue à progresser comme ça. Et ça prouve encore qu'on a un vivier au poste de numéro 10 qui est assez incroyable en France. Mais je pense que cette équipe n'ira pas chercher le top 6. Maintenant, un maintien tranquille sur ce qui monte pour l'instant, ce serait déjà pas mal. Oui, donc il y a effectivement Astoy est le joueur qui fait la différence, mais il fait la différence parce qu'il est derrière une mêlée qui est dominatrice, un pack d'avant qui est dominateur, donc c'est toujours plus facile pour un numéro 10. Pour l'instant, la section paloise s'appuie sur ce pack, sur sa mêlée. Voilà, ça suffit déjà pour faire quelques résultats. Pour engranger de la confiance aussi. Voilà, alors enfin, beaucoup même d'ailleurs. Il faut noter que la section paloise est la seule équipe, je crois, du top 14 qui a pu faire ses matchs de préparation normalement par rapport aux autres. Absolument. Donc plus de rythme, en recrutement, comme le disait Nicolas, moins clinquant, mais du coup de la continuité dans l'effectif. Les joueurs se connaissent mieux, les réglages se font plus vite. Une bonne préparation et je pense aussi l'envie de l'effectif et du club de ne pas connaître une saison galère comme les 2 dernières saisons. Donc peut-être une petite remobilisation qui fait que la section paloise est prête dès la première journée du championnat. C'est cohérent ce qu'ils font. Ça va pour la section, ça va pour l'UBB, un peu moins bien pour Brive qui a été battu donc, à Bordeaux-Bègles samedi. La Rochelle qui a été battue nettement, mais en fin de match à Toulouse. Un mot, messieurs, de la victoire de Bayonne face à Clermont. Alors les Bayonnais qui étaient quasi enterrés à un quart d'heure de la fin et qui ont réussi à retourner une situation fin de match de fou. Assez incroyable. Fin de match de fou, franchement, il n'y a rien à dire. Alors Clermont, je pense qu'ils vont avoir énormément de regrets. D'ailleurs, Clermont, ça fait quand même une saison et demie que ça devient compliqué pour eux. Ils sont un peu à l'envers. Hein. Ils sont un peu à l'envers, mais les Bayonnais, ils ont joué avec leurs valeurs. Voilà, de la folie, ils ont mis de la folie, de l'agressivité sur la fin du match. Ils ont mangé les Clermontois. Le banc de touche bayonnais a fait la différence, alors qu'on n'aurait pas forcément misé beaucoup sur ça. Mais ils ont complètement enflammé le truc à Jean Daugé. Et franchement, devant leur public, c'est super de commencer comme ça. Oui, d'autant que ce sont les spécialistes, on l'a écrit aujourd'hui dans Sud-Ouest, ce sont les spécialistes, quand ils sont remontés en top 14, demi-finale à Oyonnax, remontée de folie, la finale contre Brive aussi remontée, l'année dernière contre le Racing donc aussi. Donc il y a une culture mentale, vraiment, on ne lâche pas. C'est plus un hasard, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne lâche plus. C'est vrai que la physionomie du match était un peu cruelle, parce qu'ils ont pris 2 essais sur interception, à des moments où ils étaient même un peu dominateurs. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'au lieu de baisser la tête, ils se sont repris sur des choses simples et ils ont profité du fait que Clermont, effectivement, est plutôt ronronnant en ce début de saison. On l'a vu contre Toulouse où ils menaient largement à 15 contre 13 à la mi-temps. Ils ont failli perdre contre Toulouse, sans que Clermont n'est peut-être pas programmé encore pour être au top tout de suite, comme les grosses écuries. Et Bayonne a su parfaitement en profiter en montrant des valeurs qu'ils n'avaient pas montrées justement à Brive lors de la première journée. Ça lâche jamais un Basque. Non. C'est comme les Corses, c'est ce que vous allez dire. Hein. Il y a moins de rugby en Corse qu'au Pays Basque, Nicolas Palorci. On arrive fort, attention, méfiez-vous. C'est plutôt le foot là-bas, sur l'île de Beauté. Top 14, on a fini d'évoquer le top 14, donc avec l'aviron bayonnais qui a lancé sa saison le week-end en battant Clermont. On passe à la Pro D2 et avant d'évoquer l'excellent aussi, ou en tout cas le très bon début de saison de Soyaux Angoulême, le 15 de la Charente, également 2 matchs et 2 victoires. On va s'intéresser quand même, si vous voulez bien, à cet étonnant report
de Perpignan-Mont-de-Marsan. Alors pourquoi étonnant? Parce que apparemment plusieurs joueurs du Stade Montois la semaine dernière auraient été testés positifs au Covid-19, finalement ils n'y l'ont pas été. Est-ce que la Ligue nationale n'est pas allée un peu vite en reportant ce match? Mais c'est le problème du protocole sanitaire, donc de sa rigidité, on va dire. C'est-à-dire que des joueurs de Mont-de-Marsan ont donc été testés positifs selon le premier test. Mais le labo a prévenu, attention, on a un petit doute, on n'est pas sûr. Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans un laboratoire, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils avaient prévenu. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre alors à ce moment-là? Alors voilà, le problème, la question est là. Mais le protocole sanitaire de la Ligue prévoit qu'on reporte un match à partir de 3 cas, si je ne me trompe pas, et 2 jours avant le match. Donc voilà, c'est la règle. Est-ce que la Ligue n'a pas été informée, pardonnez-moi, de ces éventuels doutes sur ces tests? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas attendre un peu le lendemain Les précautions sanitaires sont le lendemain même. Pour ce genre de match, moi je trouve que le protocole il est très très lourd. Vous imaginez, très strict. Non, mais vous imaginez 3 cas au sein d'un club, staff compris. Là, on est sur des équipes pro où il y a quoi? Il y a 40 joueurs et dans le staff, ils doivent être une dizaine, quinzaine, on va dire. Non, mais c'est pas possible. On l'a vu, même là, au niveau du foot, la LFP, elle l'a modelé ce règlement parce que c'était beaucoup trop lourd, beaucoup trop dur de faire jouer des matchs. Franchement, si c'est ça, il ne va pas y avoir beaucoup de matchs de jouer cette saison au niveau du rugby. Donc ouais, moi je pense que la Ligue a fait les choses un petit peu trop vite sur ce match-là. Maintenant, ça peut être aussi un bon exemple ce match pour qu'ils travaillent sur justement un nouveau protocole, essayer de l'assouplir un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est compliqué d'y voir clair quand même. Quand on est manager, vous imaginez là comment on fait pour préparer la suite de la saison? C'est une épée de Damoclès sur les effectifs, sur les managers. Alors c'est vrai, comme le disait Nicolas, que la Ligue de foot a pris le problème à l'envers en disant qu'à partir du moment où il y a 20 joueurs sur 30, dont un gardien de but qui sont valides, ils déposent une liste de 30 noms et s'il y en a 20 qui sont pour le rugby, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des postes spécifiques. C'est-à-dire que pilier, un demi de mêlée ne peut pas s'improviser pilier. Enfin, là, c'est un peu la caricature, mais il y a quand même des postes qui sont où on ne peut pas faire sans. Il faut quand même un minimum. Il y a 3 cas, Fred. Il y a des effectifs de 40. On peut peut-être, je ne sais pas, envoyer une liste élargie, même aller piocher peut-être chez C'est un débat sans fin. Le protocole sanitaire. Et je pense que tous les clubs et les présidents, les managers souhaitent qu'il soit allégé. Voilà. Après, c'est difficile parce qu'on est quand même dans une période compliquée dans la région, Aquitaine, et ailleurs, donc c'est difficile. Et les Montois ont été autorisés à reprendre ce lundi l'entraînement et normalement ils devraient jouer donc en fin de semaine leur deuxième match finalement. Donc de pro, 2 matchs reportés. Un seul, ils avaient joué contre Béziers. Ils ont joué contre Béziers, mais ils ont été décalés de 3 jours. Juste un mot de Souriau-Angoulême, on en parlait tout à l'heure, messieurs. Au top, les Charentais, 2 matchs de victoire, dont à Béziers ce week-end. Ils commencent bien eux aussi. Ils n'ont pas perdu le premier? Non, ils ont gagné. Ils commencent bien. Ouais. Ils commencent très bien. C'est un club qui est surprenant, Souriau-Angoulême. Chaque saison, on en parle, nous. On en parlait encore dans le petit pilier la saison dernière, mais c'est vrai que c'est un club qui est surprenant avec pas forcément le plus gros budget de la poule. Et à chaque fois, franchement, ils sont très intelligents. Ils ont su pallier le départ de Julien Lahirle, qui est venu à l'UBB, qui est quand même l'entraîneur qui a fait monter ce club-là. Et ils ont réussi à trouver des jeunes, à être très intelligents sur le recrutement des étrangers. Je ne dis pas que Soyo va jouer le titre en Pro D2, je pense que ça va être très compliqué. Là encore, c'est un championnat où il y a une densité au niveau des équipes qui est incroyable. Mais pour le coup, franchement, commencer cette saison si spéciale en étant au top, c'est pas mal parce que les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Celle-là est pas mal. Globalement, ils sont globalement, Souriau-Angoulême est toujours dans le ventre mou, bien placé. Sans se faire peur même plus parfois en lice pour la qualification. Oui, c'est une équipe qui a une culture assez forte. Et Angoulême est une ville aussi de rugby. Bon, il y a beaucoup de foot. Historique, il y a très longtemps. Il y a plus haut niveau il y a très longtemps. Angoulême, il y a une culture quand même du rugby au stade Chanzy. Et c'est un club, oui, effectivement, qui recrute malin, qui s'est construit, qui a aménagé son stade, petit stade de rugby assez sympa par rapport à son public. Donc c'est assez cohérent, effectivement. Allez, évoquons pour terminer cette émission la fameuse Pro D3. Alors elle s'appelle officiellement la nationale, qui a commencé ce week-end, 3e division professionnelle dans l'Hexagone. En Nouvelle-Aquitaine, cela concerne Dax qui n'a pas joué en raison du Covid. Dans les rangs de Narbonnais. L'autre club en Nouvelle-Aquitaine, c'est Cognac-Saint-Jean-d'Angély, qui a gagné, qui a battu Suresnes. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle division, messieurs? Moi, je trouve ça bien. Sportivement et économiquement, c'est pour préparer à la Pro D2. Ouais, globalement, je trouve ça bien. Le rugby est en train de se professionnaliser.
On est en train de tendre vers, dans les catégories amateurs, la Fédérale 1 l'année dernière, il y avait des clubs qui étaient monstrueux avec des étrangers que vous allez payer très cher, d'autres qui étaient totalement amateurs. Ça ne me choque pas de réformer un petit peu cette division. Je trouve que c'est bien aussi que les clubs qui aient le statut pour monter soient dans la même poule. Je sais qu'au handball, par exemple, ils le font beaucoup. Il y a des statuts VAP où vous pouvez monter parce que vous avez les finances qui vous permettent de le faire. C'est bien que tous ces clubs soient concentrés ensemble. Voilà. Et puis en plus, c'est des matchs qui sont plutôt agréables à jouer, à voir pour nous. Il y a un diffuseur cette année encore. Donc, on va pas le nommer, c'est pas nous. Donc oui, voilà, c'est pour Merci, ça. Nicolas. Je voulais vous épargner ça, la concurrence. Mais non, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a des clubs qui ont des projets très intéressants. Je pense à Massy qui fait souvent le yo-yo. Voilà, Dax également, des clubs historiques du rugby français. Ça leur donne une visibilité et moi je trouve ça plutôt très bien pour notre rugby. Frédéric ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est comme l'a dit Nicolas, c'est une manière d'homogénéiser ce troisième niveau, parce que jusqu'à présent, on avait une Fédérale 1 où il y avait parfois trop d'écarts et c'était intéressant pour personne ces écarts-là. Ça permet de mettre les meilleurs ensemble. Le bémol, pour moi, c'est le côté économique, parce que c'est une poule nationale, donc on pense au football au national, qui est le troisième niveau, où ce troisième niveau, que ce soit au rugby ou au foot, a les désavantages, c'est-à-dire du professionnalisme, c'est-à-dire des déplacements, c'est une poule nationale, déplacements, et pas les avantages, c'est-à-dire pas de droit télé, même s'il y a un diffuseur cette année, je crois que l'année dernière, ça doit être ça représente dans un budget, c'est rien du tout. Donc j'ai peur qu'économiquement, ça soit un peu difficile, qu'on parte un peu costaud, et qu'on parte à, je ne sais pas combien la poule, 14 ouais. Et qu'on se retrouve à 5 à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on tombe dans les travers d'il y a quelques saisons où il y avait effectivement une poule aussi de montée. Je crois que je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Et à l'arrivée, il n'y avait plus que 3 ou 4 équipes sur 8 qui pouvaient monter. Donc c'est ça qu'il faut quand même laisser le temps à ces clubs-là de se construire et de trouver aussi leur public, parce qu'il y a peut-être c'est aussi un moyen d'évangéliser un peu la France. Il y a Suresnes, c'est un peu le but de la fédération, c'est-à-dire que le rugby s'exporte au-delà de ses fiefs. Donc laisser le temps à cette poule économiquement d'être viable et de préparer les clubs à la montée en Pro D2. C'est pas le meilleur timing. On va terminer cette émission en revenant à l'élite et à l'actualité et les règles sanitaires prises à cause du Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. La jauge sera limitée à 1000 personnes samedi pour le match UBB Édimbourg. On passe de 5000 à 1000. Gros coup dur économique. C'est terrible. Il y a la situation sanitaire qui est une chose, pas question ici de d'émettre des réserves, mais sur un plan purement économique, vous en parliez pour la nationale, la Pro D3, pour un club comme l'UBB, c'est encore un coup dur. Entre autres parce qu'il n'y aura pas que... Quand on sait que pour les Girondins, ça sera pareil, mais pour un club de top 14, en moyenne, la billetterie représente 65 à 70% du budget, je crois, sur la saison. Voilà, 4000 supporters en moins, c'est très dur. C'est très dur, maintenant on ne peut pas faire autrement, il va falloir s'adapter. Je pense qu'il va falloir rapidement que le gouvernement et l'État donnent des aides aux clubs. On sait que les présidents ont été reçus la semaine dernière, la semaine d'avant, par le directeur du cabinet du Premier ministre. Absolument. Il y a plusieurs solutions qui ont été évoquées, l'exonération de charges, donner de l'argent en fonction du manque à gagner sur les billets. Ouais, donc, par spectateur. Voilà, par spectateur. Des mesures prises à Bordeaux pour le match de l'UBB ce week-end et pour les Girondins. Mais il va falloir vraiment qu'on aide les clubs pro et les clubs de rugby, parce que ça va commencer à être très compliqué pour certains présidents et pour certains clubs. Puis quelques secondes. C'est un casse-tête parce que l'UBB a 3000 et quelques abonnés jusqu'à présent, et surtout il y a les partenaires, les loges, donc ils arrivaient à remplir les loges et à peu près à faire rentrer tous les abonnés. Là il va falloir choisir parmi les abonnés, parmi les loges, donc ça va être très compliqué qui va venir au stade. Ça a été compliqué de trouver l'équilibre entre la raison économique, les règles sanitaires. C'est ce qu'a tenté de faire aujourd'hui, ont tenté de faire les autorités. Ce qui est sûr, c'est que samedi, pour le match de l'Union Bordeaux-Bègles, en quart de finale de alors je ne sais plus comment on l'appelle, c'est pas Challenge Cup. Avant c'était Challenge européen. Challenge européen. Challenge Cup, UBB Édimbourg, samedi en début d'après-midi. Il y aura à peine, en tout cas au maximum 1000 personnes au stade Chaban-Delmas, 1000 personnes, en sachant qu'il faut retrancher tout ce qui est officiel, stadier, donc ça va à peu près 600-700 spectateurs pour ce quart de finale important de l'UBB, mais la situation sanitaire en Gironde étant ce qu'elle est, ça a obligé les autorités à prendre des mesures assez restrictives pour le sport de haut niveau notamment, et pour l'économie des clubs de rugby, et notamment l'économie de Bordeaux-Bègles. Merci messieurs d'être venus ce soir parler du Petit Pilier sur le plateau du Petit Pilier, parler de rugby. Il y a beaucoup de sujets. On y reviendra bien évidemment lundi prochain, même endroit, même heure, peut-être avec vous, peut-être pas, on verra. On va en discuter après au retour au vestiaire pour débriefer le match et analyser tout ceci. Belle soirée à vous. À très vite. Merci.